Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un cas un peu spécial puisqu'il s'agit de l'accident qui s'est passé à LaGuardia il y a quelques jours. Voilà, j'attendais la sortie au moins du rapport préliminaire du NTSB, ce qui est chose faite. On va déjà parler de certains points qui ont été transmis justement dans ce rapport préliminaire du NTSB. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets également le lien vers une autre vidéo qui a été faite par Avas Aviation où il y a la situation complète avec ce qui s'est passé notamment avant avec un avion United qui est petit à petit déclaré en urgence. Je vais revenir juste après. Donc, dans ce que je vais dire là, il va y avoir des choses que j'ai tirées du rapport préliminaire du NTSB et de la vidéo en description qui a été faite par Avas Aviation. Il faut savoir que ce soir-là, donc il est à peu près 23h30 local, il y avait 2 contrôleurs dans la vigie. La vigie, c'est quoi? C'est l'endroit où sont les contrôleurs actifs, puisque dans une tour de contrôle, il y a plusieurs étages. La vigie, c'est le dernier étage. Est-ce que 2, c'était suffisant à ce moment-là? Le rapport préliminaire dit que c'est habituel, en tout cas, à ces heures-là, qu'il n'y ait que 2 contrôleurs. Un contrôleur qui s'occupe, a priori, normalement, clearance delivery et le sol, donc à savoir donner les routes de départ au pilote et donner les autorisations de roulage au sol, excluant la piste, et le contrôleur d'aérodrome, qu'on appelle contrôleur des fois ADC, qui va s'occuper justement des atterrissages et décollages, donc des pistes, et d'un environnement proche de l'aéroport. Ce soir-là, le rapport dit que un des contrôleurs du coup s'occupait des clearances à donner aux avions, l'autre s'occupait de la piste, mais il n'est pas très clair de qui s'occupait de la position sol. En visionnant la vidéo en description de Avas Aviation, on se rend compte qu'en fait, elle était utilisée, en tout cas, elle était occupée par un peu les deux. Donc, pour mettre un petit peu de contexte, on a un avion ici présent, le United 2384, qui annule son décollage pour la deuxième fois sur la piste 13. 2384, Roger, so you're boarding the takeoff again? That's affirmative, United 2384. 2384, all right, make the right at Mike, and then right on Bravo for me. Le contrôleur confirme avec le pilote que c'est sa deuxième interruption de décollage, donc le pilote confirme, et juste après, le pilote indique Hey, LaGuardia Grand United 2384, we have an odor on the plane as well here at this time. We are going to be going back to the gate request fire as well. Donc voilà, le pilote du United qui indique qu'ils ont, en plus de la dernière fois, une odeur à l'arrière de l'appareil et qu'ils ont besoin des services de pompiers. Je vous passe les détails suivent dans la vidéo, mais il y a un problème en fait au niveau des services de l'aéroport pour trouver une position de parking adéquate pour ce United. Donc il s'écoule un assez long moment. Le contrôleur qui s'occupe du sol et de la clearance delivery met énormément de temps à passer des coups de fil au service de l'aéroport pour essayer de trouver une solution pour ce United dont la situation se dégrade, puisque quelques temps plus tard, Grand United 2384 is declaring an emergency. The flight attendants in the back are feeling ill. Because of the odor, we will need to go into any available gate at this time. Donc là, le pilote déclare carrément une urgence parce qu'il y a un des personnels de bord qui se sent malade à cause de cette odeur. Et donc, ils ont besoin de n'importe quelle position de parking puisque ça fait déjà plusieurs dizaines de minutes qu'ils attendent. Et donc, il faut qu'ils évacuent l'appareil. Là, du coup, le stress dans la tour de contrôle augmente d'un cran, puisqu'on a toujours ce contrôleur qui s'occupait de cet avion, qui essaye à tout prix de lui trouver une position de parking, qui se bat un petit peu, alors quand je dis qu'il se bat, mais en tout cas qui essaye d'appeler plusieurs services pour avoir un endroit où mettre cet avion pour que tout le monde puisse évacuer. Vous allez me dire pourquoi les services de l'aéroport n'ont pas été assez rapides pour lui donner une place, etc. On n'en sait absolument rien. Le NTSB a dit qu'ils allaient s'occuper justement aussi d'enquêter sur ce cas-là. Le contrôleur clearance delivery qui s'occupe du sol essaie de trouver des solutions pour ce United et une des solutions qui est proposée par l'aéroport, c'est d'amener notamment un camion avec des escaliers au cas où tout le monde ait besoin d'évacuer rapidement. 2384, the ramp doesn't have a gate for you yet, but I'm trying to get in touch with the Port Authority to see if they have something. Copy. And the fire trucks are over there. They're going to bring a stair truck just in case you guys do want to evacuate. Let me know if you do. Copy. Yeah, we'd prefer to wait on a gate, but I mean, again, we only got so much time here because there's still a bit of an odor in the back of the airplane. Donc voilà, là, le pilote dit qu'il préfère aller justement à une position de parking, mais qu'ils n'ont plus beaucoup de temps, donc si jamais, voilà, c'est la solution qui est. Donc voilà pour le contexte. Un avion United en urgence dans un coin du tarmac, donc avec des camions de pompiers et d'autres véhicules qui doivent se rendre auprès de lui pour lui porter assistance. On va maintenant regarder la vidéo justement du cas avec ce qui se passe sur les fréquences tour et sur les fréquences sol.
Bien sûr, la position des avions a été reconstituée, donc tout n'est pas forcément peut-être exact, mais en tout cas, ça donne une bonne image globale de la situation. 520, make a left on 13. You're going to taxi on runway 13 for me, please. Left turn on runway 13, Delta 520. Thank you. I'll have more for you. Taxi down 13 for now. Roger. Delta 2733, same instruction. You're going to make a left onto runway 13, taxi down runway 13. Stay with me for now. Okay, we'll make a left on 13 and stay with you. Taxi on 13, Delta 2733. Donc là, le contrôleur de la tour donne 2 instructions de taxi à 2 avions de la compagnie Delta qui sont de remonter sur la piste 13. Voilà, c'est le contrôleur qui gère les pistes. Donc, par contre, il leur dit à la fin, pour l'instant, de rester sur sa fréquence. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo de Vass Aviation qui parle vraiment de tout. Le contrôleur sol est extrêmement occupé à passer beaucoup de coups de fil et notamment à s'occuper de ce United 2384 qu'on a vu juste avant, mais également des autres avions. Les fréquences sont trimées, on entend en général que ce qui est intéressant pour le cas, sinon ça ferait des vidéos beaucoup trop longues. Donc voilà, il y a aussi d'autres avions qui nécessitent l'attention de chaque contrôleur. Breaker 4589, Coney climb and departure 20.8. Coney, see ya. Jet 646, you up? 2384, the ramp doesn't have a gate for you yet, but I'm trying to get in touch with the Port Authority to see if they have something. Copy. And the fire trucks are over there. They're going to bring a stair truck just in case you guys do want to evacuate. Let me know if you do. Copy. Yeah, we'd prefer to wait on a gate, but I mean, again, we only got so much time here because there's still a bit of an odor in the back of the airplane. Donc voilà, là on retrouve ce qu'on a vu juste avant, donc comme ça vous met un petit peu le moment où on en est dans le cas. Donc on voit ce United 2384 qui reste bloqué en attendant d'avoir une position de parking avec toujours des avions qui roulent autour de lui. Donc le trafic continue. Même s'il y a un avion qui a déclaré une urgence, les choses continuent de tourner. Frontier 3454, you going in or what? Delta 520, you're going to lane 8. Just hold short of Lima on runway 13 and just verify with the ramp that you'll be able to get in. Okay, hold short of Lima on runway 13, and we'll talk to ramp, get back to you, Delta 520. Thank you. I'm just verifying there's some shuffling of gates going on here due to an inbound that has an issue. Donc là, le contrôleur de la tour donne des instructions de taxi au Delta 520, indique qu'il y a justement des petits changements à l'heure actuelle au niveau des positions de parking à cause d'un avion en urgence. Donc voilà, c'est quand on donne des instructions de taxi à des avions qui arrivent, il faut prendre en compte qu'il y a une partie qui est bloquée. Alors on voit qu'il y a quand même pas mal de chemin, mais en tout cas, ça fait partie des choses dont il faut se rappeler. Pas emmener les avions vers des taxiways où ils pourraient se retrouver proches de l'avion en urgence. Roger. Jet 646, order. Yeah, what's you for GRLS 4 for Jet 646? 646, number 2, clear to lane 4. Close land number 2 for Jet 646. Donc le contrôleur avait déjà essayé de contacter ce Jazz 646 en finale. L'avion n'avait pas répondu, donc là il réessaye. L'avion répond cette fois, et donc le contrôleur de la tour l'autorise à atterrir sur la piste 4. LaGuardia ground, good evening, Frontier 4195, 7 Alpha, we're short of the taxiway, we're information, India, ready taxi. Frontier 4195, 13 left Alpha, Echo, hold short 4. 13 left, Alpha, Echo, short of 4, Frontier 4195. Delta 2733, hold short of Lima on 13 for now. Et donc c'est là où le NTSB dit que c'était pas clair de qui s'occupait de la fréquence sol, puisque là on a entendu que c'était la même voix. Donc le contrôleur de la tour, on l'a entendu parler sur la fréquence sol. Pourquoi? Le NTSB répondra à cette question. L'une des possibilités, c'est que le contrôleur qui s'occupait de la fréquence sol et de la fréquence clearance delivery est trop occupé à ce moment-là avec des appels téléphoniques pour le United 2384. C'est une hypothèse. Hold short of Lima, Delta 2733. Brickyard 3474, move up on Bravo, hold short of Zulu for me, please. Up on Bravo, short of Zulu, Brickyard 3474. So Delta, United 13-1 is going to be Bravo short of Victor when able. Bravo short of Victor, United 13-1. Delta 520, thank you for that. It's going to be exit 13 at Lima and join Alpha to lane 8. Donc là, on a entendu plusieurs choses. Donc le contrôleur qui donne des instructions de taxi à plusieurs avions. On a entendu un petit garbling. Donc si vous avez vu d'autres vidéos que j'ai faites, on en a déjà parlé. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui essaie de parler au même moment. On ne sait pas qui c'est. Et le NTSB le dit justement. Il y a eu 2 transmissions simultanées et ils ignorent la source de cette deuxième transmission que nous n'entendons pas. Lima, Alpha, lane 8, Delta 520. Delta 2733, same for you. Follow the company. You're going to the same lane, which is lane 8. All right, Lima, Alpha, lane 8, Delta 2733.
Southwest 3988, exit at uniform, join Romeo, and hold short of 13, stand by frequency, please. All right, right on uniform, right on Romeo, hold short of 13 and staying with you, Southwest 3988. Donc là, il y a pas mal de choses à faire pour le contrôleur de la tour. Vous allez me dire, il y a beaucoup de choses à faire. Ça arrive dans beaucoup d'aéroports que le contrôleur de la tour, donc qui gère les pistes, gère aussi le roulage. Par contre, pour un aéroport aussi important que LaGuardia, ça fait quand même beaucoup de trafic dans la mesure où, en plus, le sol est une position assez complexe, avec beaucoup de mouvements, beaucoup de taxiways et beaucoup de choses à dire aux avions. Donc, beaucoup de temps de fréquence utilisé. Donc là, c'est une gymnastique mentale assez complexe que le contrôleur doit faire, à savoir faire bouger les avions qui sont sur les taxiways pour potentiellement aider son collègue qui est occupé à faire des coordinations et faire bouger son propre trafic. LaGuardia Tower from track 7. Frontier 4195, amend your climb out, LaGuardia 7 departure, Coney climb off of runway 13. And 2384, do you have a gate available at this time? Otherwise, we will be probably requesting air stairs. Give me 1 second. Je reviens un petit peu en arrière. À nouveau, le contrôleur de la tour qui s'occupe de ces avions, il donne une instruction aux frontières 41-95, à savoir une nouvelle instruction après le départ. Il a potentiellement reçu une coordination de la part de son collègue contrôleur qui s'occupe des départs. Donc, en plus de ces avions et des fréquences à gérer, lui aussi peut potentiellement recevoir des coups de téléphone de l'approche ou du départ. Donc voilà, c'est encore une couche de complexité. C'est peut-être pas forcément le cas, mais ça peut arriver. Juste avant cette transmission-là, on a entendu quelqu'un, mais on n'a pas du tout compris qui c'était. Juste après, sur la fréquence sol, on a le United 2384 qui se demande quand est-ce qu'il aura une position de parking, parce que là, sinon, ils vont devoir avoir besoin des escaliers. Donc le contrôleur lui dit d'attendre, parce que justement, on entend une voix derrière qui est en train de parler. On va réécouter. Mais son collègue, justement, est potentiellement toujours au téléphone en train d'essayer de coordonner quelque chose pour le United. Give me 1 second. Tower Delta 2603, ILS 4. 2603, stand by. 2384. Stand by, United. Donc là, voilà. Et en plus, il est obligé de jongler d'une fréquence à l'autre en demandant d'attendre. En général, quand on demande à plusieurs avions d'attendre, ça veut dire que la charge, du coup, il y a pas mal de choses à faire. Potentiellement des téléphones, il y a potentiellement... Enfin, il y a pas mal de choses à ce moment-là à faire. Who's the vehicle needed across the runway? Emergency vehicles calling on ground or are you calling on tower? Donc là, il a potentiellement entendu un véhicule qui appelait sur une fréquence, mais c'est pas sur laquelle. Donc il essaie déjà sur la fréquence tour, et comme personne ne lui répond sur la fréquence tour, il va essayer sur la fréquence sol. En fonction de l'endroit du monde où on est, en fonction du pays, des aéroports, etc., il y a des procédures qui peuvent différer. Les véhicules peuvent appeler soit plutôt sur une fréquence qui va être gérée par le sol, soit sur une fréquence à part, soit sur une fréquence de la tour, soit... Enfin bref, il y a pas mal de possibilités différentes. En tout cas, dans ce cas-là, les véhicules appellent a priori sur une fréquence qui est dédiée aux avions, soit la fréquence sol, soit la fréquence tour. Truck 1 and Company, LaGuardia Tower. Truck 1 and Company. Truck 1 and Company, LaGuardia Tower, requesting to cross 4 at Delta. Donc on a Truck 1 et compagnie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est accompagné de d'autres véhicules, mais c'est toujours le véhicule responsable justement de cet ensemble qui appelle et qui contacte le contrôleur. Chaque véhicule n'appelle pas, sinon ce serait beaucoup trop compliqué, ça ferait beaucoup trop de temps de fréquence. Des fois, il peut y avoir 3, 4, 5 camions de pompiers, donc c'est le véhicule responsable qui s'occupe des transmissions. Donc là, le véhicule demande de traverser la piste 4 et donc le contrôleur l'autorise à traverser la piste 4 à Delta. On voit que l'avion de Jazz est en finale, potentiellement suivant l'endroit où situent les véhicules, il y a le temps. Un des facteurs qui a été relevé par le NTSB dans son rapport préliminaire, c'est que les véhicules n'étaient pas équipés de transpondeurs. Si les véhicules ne sont pas équipés de transpondeurs, ça devient très difficile pour le contrôleur de voir où sont ces véhicules sur son écran radar. On a des écrans radar sol qui permettent notamment d'opérer dans des situations de brouillard, donc ça peut plus ou moins ressembler à ça. Alors, au niveau des avions, ce sera potentiellement très différent. Donc, on aura peut-être un peu plus d'informations. On n'aura peut-être pas le petit plot de l'avion, mais on aura des étiquettes. Enfin, c'est différent. En tout cas, on voit les véhicules, normalement, évoluer. Pas tous les véhicules, à savoir les camions de refueling, les trains bagages, tout ça, non. Mais en tout cas, des véhicules importants qui peuvent intervenir proche de la piste, eux sont normalement, en tout cas en Europe de l'Ouest, équipés d'un transpondeur qui permet de les voir sur ces radars sol. Ce n'était pas le cas pour Truck 1. Et ça, c'est une chose qui posait problème, notamment au NTSB dans son rapport préliminaire.
Truck 1 company. And cross 2384 4 is Delta. cleared in lane 8 for Truck 41. 1 and company crossing 2384, 4 proceed Delta. to ramp. Donc là, voilà. Encore une fois, ils se chargent des deux fréquences. Donc le United qui dit, bah voilà, ils ont enfin une position de parking. Donc le contrôleur qui l'autorise à aller rouler à sa position de parking. Proceed in. Frontier 4195, just stop there, please. Sorry, truck 1, stop, 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 stop. Le contrôleur va déjà parler à un avion frontière pour lui demander d'arrêter sa position. Et ensuite, je pense qu'il se rend compte que les camions de pompiers étaient trop loin de Delta, donc il n'y aura pas le temps de traverser avant le posé du Jazz. Donc, essaye, en tout cas, donne l'instruction au camion de pompiers de s'arrêter. Truck 1, stop, stop, stop. Stop, truck 1, stop. Stop, truck 1, stop. Donc là, comme il n'y a aucune réponse et comme il voit visuellement que les camions de pompiers ne s'arrêtent pas, il essaye sur les deux fréquences, il essaye plusieurs fois. Dans le rapport préliminaire de NTSB, il y a les timings précis auxquels le contrôleur a essayé d'arrêter les camions et c'était quand même plusieurs secondes avant l'accident. Donc là, on voit à gauche les images qui sont absolument terribles. 4195, we're staying here. Le frontière qui a vu l'accident, il dit qu'il s'arrête là. De toute façon, le contrôleur lui avait dit de s'arrêter. Petite parenthèse, parce que les camions de pompiers allaient probablement remonter Delta, Bravo, Echo. Et donc, il fallait que le frontière laisse la place aux camions de pompiers. Dans le bruit de fond, on entend petite sirène. Ça s'appelle un ELT. C'est une balise de détresse qui a été déclenchée par le Jazz. Donc, c'est une balise qui émet un son sur plusieurs fréquences et qui permet d'être détecté par notamment des avions en vol ou d'autres personnes qui pourraient recevoir cette balise. Et ça permet de localiser l'endroit où l'avion peut s'être crashé si il s'est crashé dans des endroits un peu plus reculés. Là, ce n'est pas le cas, c'est sur l'aéroport. Le contrôleur instruit au Delta de remettre les gaz. Et voilà. On ne va pas aller beaucoup plus loin dans cette vidéo. Que moi, je note qui est assez choquant et frappant, c'est que le contrôleur, après avoir vu cet incident, est obligé de travailler pendant plusieurs minutes. Normalement, quand il y a ne serait-ce qu'un incident, on essaie de relever le plus rapidement possible le contrôleur à poste, ou voire même les contrôleurs à poste. Là, les deux contrôleurs qui sont dans la tour de contrôle seraient à relever par des collègues. Le NTSB, justement, a dit dans son rapport préliminaire qu'il devait voir exactement quels étaient les effectifs dans la tour de contrôle. À ce moment-là, voir pourquoi le contrôleur a dû continuer de travailler pendant plusieurs minutes après cet incident. Et voilà, ça c'est quelque chose qui est anormal. Encore une fois, on imagine bien que là, le contrôleur qui a vu ça, en tout cas les contrôleurs qui ont vu ça, c'est compliqué pour eux de continuer à être fonctionnels et à assurer la sécurité des autres appareils. Mentalement parlant et psychologiquement parlant, il y a un impact qui est absolument terrible. Donc voilà, c'est assez anormal. Je sais que parler avec d'autres collègues, c'est assez choquant en fait qu'il soit resté aussi longtemps. Mais nous ne connaissons pas tous les tenants et les aboutissants à ce moment-là. Il y aura une enquête complète qui sera effectuée par le NTSB. Ce sera extrêmement intéressant justement de voir les réponses à tous ces éléments. Je vous ai dit, les véhicules n'étaient pas équipés de transpondeurs. Si les véhicules avaient été équipés de transpondeurs, potentiellement, du coup, ça aurait pu aider le contrôleur, ça aurait pu déclencher en plus des alertes. On a des alertes au niveau des systèmes de radar sol, quand il y a un conflit, quand il y a des véhicules qui rentrent en piste ou qui s'approchent trop près d'une piste, alors qu'ils ne devraient pas. Donc, toutes ces alertes-là auraient pu aider le contrôleur, ce qui n'a pas été le cas. Ça, pareil, c'est évoqué par le NTSB. Donc, pour conclure, comme tout accident, ce n'est pas juste un facteur qui fait qu'il y ait un accident, c'est une multitude de facteurs. Certains sont à l'heure actuelle connus, à savoir l'urgence du United 2384. D'autres sont à l'heure actuelle inconnus et seront mis en lumière avec l'enquête. Moi, là, mes pensées vont à tous les contrôleurs de la Guardia et même... Enfin, je sais que les contrôleurs aux États-Unis sont assez mal lotis en termes de vétusté des systèmes et de staffing. Donc là, moi, mes pensées vont à tous mes collègues contrôleurs qui travaillent aux États-Unis et plus particulièrement, du coup, à ceux de la Guardia. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à une prochaine. Au revoir.